Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de notre sujet du jour. Alors, je suis ravie d'être là parce qu'on a un programme vraiment particulier aujourd'hui. Salut, ouais, très particulier, on va parler d'un truc que beaucoup de monde observe, mais que presque personne ne comprend vraiment. C'est exactement ça. Pour commencer, on va prendre une situation concrète. Prenons le cas d'une jeune femme, la trentaine, qui est en super forme. Mhm. Elle a eu 2 enfants et son dernier accouchement remonte à environ 1 an. Donc, sa rééducation du périnée, elle est validée. D'accord, donc elle a le feu vert médical. Absolument. Feu vert total. Elle se sent super robuste. Donc, elle s'installe sur son tapis pour faire un effort hyper classique, genre un de ces fameux crunchs pour bosser ses abdos. Le grand classique de la salle de sport. Voilà. Et là, soudainement, au lieu de sentir son ventre se durcir et rentrer vers l'intérieur, le milieu de son ventre se bombe vers l'extérieur. Ah ouais. Ça fait carrément une bosse, tu vois, comme si elle cachait une balle de tennis sous la peau. Et face à cette bosse qui ressort à chaque fois qu'elle force, sa réaction, c'est celle qu'on aurait tous. C'est l'inquiétude totale. Et c'est une réaction profondément humaine, hein, je veux dire, on est tous programmés pour associer l'effort physique à un corps qui se rassemble, qui devient compact. Ouais, qui se gaine, quoi. C'est ça. Donc, voir une partie de son propre centre de gravité s'échapper comme ça vers l'extérieur, ça défie complètement notre logique visuelle du mouvement. Bah, carrément. Et c'est précisément le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. On plonge dans un document hyper captivant qui vient du studio Biopilate Paris. Un très bon document d'ailleurs. Oui, et ce qui est génial, c'est que ce ne sont pas des petits conseils grand public, ce sont vraiment des observations destinées aux instructeurs eux-mêmes. C'est un peu les coulisses du métier. Exactement. Et ça traite de ce phénomène qui est hyper courant, mais très souvent mal interprété. L'élève demande juste si c'est normal. Alors, ok, décortiquons tout ça. Que se passe-t-il réellement sous la surface quand ce bombement apparaît? Alors, pour comprendre cette mécanique, il faut d'abord balayer un réflexe de pensée qui est très ancré chez la plupart des gens. Lequel? Le premier instinct, quand on voit ce ventre qui ressort, c'est de se dire c'est de la faiblesse musculaire pure. On se dit le muscle manque de force, il est flasque, et du coup, il cède sous l'effort. Ouais, on se dit qu'il faut en faire plus pour le durcir. Voilà. Or, ce que l'auteur du document démontre très bien, c'est que c'est pas du tout un déficit de force. C'est un problème fondamental de gestion des pressions intra-abdominales. C'est-à-dire que le problème, c'est pas le moteur, mais la carrosserie qui arrive plus à contenir l'énergie du moteur. Ouais, on peut tout à fait le formuler comme ça. Quand on fait un crunch, ou même quand on tire un truc lourd, la cavité abdominale, elle subit une augmentation drastique de sa pression interne. C'est naturel. Hmm. Notre tronc fonctionne comme un gros cylindre sous pression. Si la paroi musculaire autour de ce cylindre n'a pas la bonne coordination pour répartir cette force, la pression, elle va chercher la sortie de secours. La porte de sortie, quoi. J'aime bien visualiser ça avec l'image d'un tube de dentifrice. Ah oui, l'analogie classique. Bah oui, tu vois, si on serre un tube de dentifrice super fort avec la main, mais que le plastique du tube a une zone un peu affaiblie ou usée au milieu, La pâte sortira pas par le haut. c'est ça. Elle va s'engouffrer dans la zone faible et faire gonfler le plastique à cet endroit-là. La main qui presse ne manque absolument pas de force, c'est même tout l'inverse. C'est juste que la pression phénoménale trouve le chemin de moindre résistance. L'image du tube de dentifrice, c'est parfait pour illustrer la physique des pressions. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette fameuse pression intra-abdominale, c'est pas du tout une ennemie à combattre. Ah bon? On n'essaye pas de l'annuler? Surtout pas. Elle est vitale. Biomécaniquement parlant, cette pression, elle agit comme un pilier pneumatique à l'avant de notre colonne vertébrale. Un pilier pneumatique? Ouais, sans elle, notre dos s'effondrerait tout simplement sous le poids de la gravité. On en a besoin pour stabiliser le bassin, pour que nos bras et nos jambes puissent produire de la force. Donc le danger, c'est pas d'avoir de la pression. Non, le danger, c'est l'incapacité du système nerveux à la diriger correctement. Elle part vers les tissus vulnérables au lieu d'être contenue. Ce qui nous amène à la question évidente, pourquoi est-ce que cette zone très spécifique au milieu du ventre devient ce chemin de moindre résistance? D'où vient cette faille chez l'élève de notre document, sachant qu'elle a eu 2 enfants? L'origine, elle se trouve dans la biomécanique prodigieuse de la grossesse. Pour faire de la place au bébé, l'architecture entière du ventre doit se transformer. Ça, on s'en doute un peu. Ouais. Mais techniquement, les muscles superficiels, les fameux grands droits, les tablettes de chocolat, ils sont obligés de s'écarter latéralement. Ils glissent vers l'extérieur. D'accord. Et la structure qui relie ces deux bandes de muscles au milieu, c'est un tissu fibreux très dense qu'on appelle la ligne blanche. Pendant 9 mois, cette ligne est étirée à l'extrême. Ah, je vois. Et contrairement à un muscle qui est plein de sang et qui guérit vite, ce tissu fibreux est très peu vascularisé.
Du coup, sa capacité à se rétracter après l'accouchement est beaucoup plus lente. Et parfois, ça reste détendu. Donc, on se retrouve avec un espace vide. C'est un peu comme une fermeture éclat de veste qui aurait sauté au milieu. C'est une super image, ça. Si tu tires sur les deux pans de la veste de toutes tes forces, ce qu'on fait en contractant à fond les grands droits, tu vas pas réparer la fermeture au milieu. Tu vas juste tirer sur les bords et élargir le trou. La métaphore de la fermeture est claire et chirurgicalement précise. C'est exactement ce que les médecins appellent un diastasis abdominal. Un diastasis, d'accord. La ligne blanche reste fine, distendue, et les grands droits n'arrivent plus à se rapprocher. Et le document du studio insiste lourdement là-dessus. Ce diastasis, c'est pas juste une question d'esthétique ou de ventre plat. Oui, le texte martèle vraiment ce point. C'est le point de convergence des forces du tronc, cette ligne. Tout à fait. Si elle est molle, tout s'effondre en cascade. La posture s'affaisse, la marche devient inefficace parce que l'énergie passe mal entre le haut et le bas du corps. Et le bas du dos compense. Exactement, la région lombaire prend tout dans les dents pour compenser le manque de soutien à l'avant. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Parce que dans la culture fitness classique, le mantra, c'est un peu le dépassement par la douleur, non? No pain, no gain, ouais. Voilà. On nous vend l'idée qu'il faut détruire la fibre, faire des centaines de relevés de buste pour retendre un ventre après une grossesse. Mais là, l'instructrice dit que s'acharner sur des grands droits déjà séparés, c'est une aberration biomécanique totale. C'est une aberration parce que ça reproduit l'effet de ton tube de dentifrice. Demander à ces muscles écartés de se contracter en force, ça crée une pression massive. Et bim, ça tape sur la fermeture éclat cassé. Bim, comme tu dis, ça frappe la ligne blanche fragile, ça l'étire encore plus, et ça peut même causer des hernies ombilicales. Continuer à faire bosser ces muscles verticaux superficiels, c'est juste la mauvaise cible. Faut changer de plan d'attaque. Il faut complètement changer de dimension spatiale. On oublie la verticalité et on va chercher l'horizontalité et la profondeur. Donc si les muscles verticaux sont sur la touche, est-ce que le corps a, je sais pas, une sorte de corset intégré? Un muscle qui ferait le tour pour en maintenir tout ça? Eh bien oui, et le héros de cette histoire, c'est le muscle transverse de l'abdomen. Le transverse. C'est la couche la plus profonde. Ces fibres sont horizontales, pas verticales. Elles font l'action de tapisser la taille, depuis les lombaires derrière jusqu'à cette ligne blanche devant. C'est une vraie ceinture naturelle. Mais le texte précise un truc subtil, non? Il bosse pas tout seul. Jamais en isolation, non. Il fait partie d'une équipe, un vrai système en 3 dimensions. Il bosse en synergie absolue avec le diaphragme au-dessus, pour la respiration, et le plancher pelvien en dessous. Le fameux cylindre de stabilité. Voilà, le cylindre. Et c'est là qu'on plonge vraiment dans l'approche Stott-Pilates mentionnée dans la source. Le but, c'est pas de faire chauffer le transverse jusqu'à l'épuisement, c'est de la coordination. C'est une question de timing, ouais. Cise, pour évaluer les élèves, elle demande est-ce que la respiration est bloquée dans le haut du corps? Est-ce qu'il y a une apnée pendant l'effort? Est-ce que ça pousse vers le bas? Des questions fondamentales. Mais j'avoue, ça semble complètement fou, non? Devoir réapprendre un truc aussi instinctif que respirer, juste pour soulever une jambe. Pourquoi notre cerveau oublierait comment respirer? Cela soulève une question cruciale sur ce qu'on appelle l'amnésie sensorimotrice. Amnésie sensorimotrice? Oui. Après un changement corporel majeur, comme 9 mois de grossesse, le cerveau perd ses repères. La carte mentale du corps est brouillée. Ah, les muscles se sont tellement étirés qu'il ne sait plus où ils sont. C'est ça. Le cerveau perd le contact avec ce transverse profond. Et pour la respiration, c'est de la physique pure. À l'inspiration, le diaphragme descend comme un piston. Ce qui comprime les viscères. Et augmente la pression en bas. Si au moment de bouger, la personne retient son souffle et se fige, cette pression ne peut aller nulle part. Elle éclate contre la ligne blanche. La fameuse porte de sortie. Voilà. Réapprendre à respirer. C'est réapprendre à orchestrer cette pression avant même de bouger d'un seul millimètre. C'est vertigineux quand on y pense. La respiration, c'est plus juste pour l'oxygène. C'est la première étape de la force. C'est la fondation. Mais concrètement, au studio, comment l'instructrice fait ça avec son élève? L'élève est là avec son diastasis. Comment on reconnecte le cerveau à ce transverse évaporé? Ça commence par beaucoup d'humilité. On retourne au sol. Sur le tapis. Ouais. La première étape, c'est la respiration tridimensionnelle. On apprend au cerveau à utiliser le diaphragme pour ouvrir les côtes sur les côtés et à l'arrière, comme les poignées d'un seau qu'on soulève. Au lieu de juste gonfler le ventre ou de monter les épaules, quoi. Exactement. Ensuite, on place le bassin au neutre. Au début, on ne cherche aucune fatigue musculaire. Zéro. On recrée juste le chemin neuronal. C'est de la reprogrammation pure, un signal doux, sans menace pour le corps, qui réveille le transverse sans alerter les grands droits.
Ok. Et une fois que cette carte mentale commence à revenir sur le sol, le document aborde les machines de Pilates. On sait que ceux qui s'intéressent au sujet connaissent un peu ces outils. Le réformeur, le Cadillac. Voilà. L'instructrice dit bien que ces machines, c'est pas pour faire de la muscu classique. Elle parle d'exercices comme le footwork ou l'utilisation de la push-to-bar. Et au centre de tout ça, les ressorts. La magie des ressorts. Mais pourquoi des ressorts métalliques plutôt qu'un haltère classique pour réparer un ventre? C'est une question de proprioception. C'est-à-dire? C'est la perception qu'a le cerveau de la tension dans le corps. Un poids libre, avec la gravité, c'est une charge brutale, descendante. Un ressort, c'est une résistance variable qui discute en permanence avec le système nerveux. Ah, ça donne un feedback continu. Exactement. Quand l'élève pousse une barre reliée à un ressort, la tension remonte dans les bras, passe par les omoplates, engage le dos et vient allumer le transverse de manière complètement réflexe, Sans y penser. sans y penser, et surtout sans fléchir la colonne vertébrale, ce qui protège la ligne blanche. Le ressort agit comme un GPS pour aider le cerveau à retrouver la bonne route sans passer par la fermeture éclair pétée. C'est brillant. C'est très bien pensé. Mais bon, on passe pas notre vie allongée sur un chariot à tirer sur des ressorts. La vraie vie, c'est debout, c'est la gravité. Comment on prépare le corps à ça? C'est la suite logique du protocole. Une fois que la connexion est bonne en position allongée, l'instructrice passe à la stability chair. La chaise. Voilà. Là, l'objectif change. Avec un exercice debout, comme le standing leg press, le corps affronte la gravité. On gère l'équilibre. L'équilibre, le poids du corps, et on repousse une charge avec une seule jambe. C'est asymétrique. Le cerveau doit prouver qu'il gère. Il doit maintenir cette ceinture horizontale, gérer le diaphragme, et empêcher toute explosion de pression sur la ligne blanche, tout ça en étant déséquilibré. C'est comme porter son gamin en montant les escaliers, en fait. C'est exactement l'intégration fonctionnelle pour la vraie vie. Et dans tout ça, il y a un truc qui m'a marqué dans l'article, c'est l'utilisation des barrels. Tu sais, le spine corrector, l'arc barrel. Oui, très sous-estimé souvent. Bah oui, parce qu'on parle de refermer un trou à l'avant du ventre, et là on nous dit d'utiliser ces arcs pour assouplir la colonne vertébrale à l'arrière. Pourquoi s'attaquer au dos pour soigner le ventre? Si l'on relie cela à une perspective plus large, la logique est implacable. Repense ce cylindre. Le toit, c'est le diaphragme. Voilà. Et le diaphragme, il s'attache à l'intérieur des côtes. Si ton milieu du dos, ta colonne thoracique est raide comme un piquet, ta cage thoracique ne s'ouvre plus. Elle perd son élasticité. Et si le diaphragme est coincé, il ne descend plus bien, l'air et la pression vont forcément chercher une autre issue. Et généralement, ça tape direct vers l'avant sur le diastasis. Oh, waouh! Du coup, en utilisant les barrels pour redonner de l'extension et de la rotation au dos, on libère le diaphragme. Et en le libérant, on dépressurise le ventre. On guérit l'avant en déverrouillant l'arrière. C'est tout le génie de la biomécanique holistique. La boucle est bouclée. C'est fascinant. Mais avec un système aussi pointu, on pourrait vite se dire que le Pilates est une sorte de médecine qui peut tout soigner. Or, le document fixe une limite hyper stricte. Une ligne rouge absolue. C'est ce qui fait la différence entre un bon instructeur et un charlatan, je dirais. L'instructrice le dit clairement. Face à une hernie ou une douleur aiguë, le studio, c'est terminé. Aucun exercice sur ressort ne remplace un médecin. Si le bombement persiste bizarrement, s'il y a une sensation de déchirure, l'instructeur doit arrêter la séance. Il ne diagnostique pas? Non, c'est un éducateur du mouvement. C'est une obligation éthique de renvoyer vers un chirurgien ou un kiné. Le feu vert médical, c'est la base de tout. Histoire de jeune maman, quel est le vrai message de son corps? Le vrai message, c'est que ce bombement, c'est pas un échec corporel. C'est pas de la faiblesse. Non, c'est un langage. Le corps dit juste « Eh, ma façon de gérer la pression ne marche plus. La force brute et les répétitions aveugles, ça marchera pas. Il faut de l'intelligence neuromotrice. » Faut refaire les fondations invisibles avant de penser aux résultats visibles sur la plage. Exactement. Patience et observation. Ok, pour résumer tout ça pour ceux qui écoutent, si on observe ce genre de bosse sur son ventre à l'effort, la solution, c'est pas de faire 100 crunch de plus. Surtout pas. Cette fameuse ceinture naturelle, et consulter un médecin si le corps tire la sonnette d'alarme. Et ensuite seulement, les ressorts et le travail asymétrique feront des miracles. C'est un super résumé. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, Dis-moi. puisqu'on a bien compris que la qualité de la respiration, c'est vraiment le chef d'orchestre de notre stabilité corporelle, Oui. on peut vraiment se poser des questions sur notre mode de vie actuel, le stress chronique, le fait de rester assis toute la journée. Ça fige notre cage thoracique. C'est vrai qu'on respire tous un peu avec le haut des épaules quand on est stressé. Exactement. Une respiration courte, superficielle, et sachant à quel point ça perturbe la gestion des pressions dans le ventre,
On peut se demander si ce stress silencieux n'est pas en train de détruire doucement la stabilité de notre corps. Sans même qu'on s'en rende compte. Voilà, ça dégrade notre solidité bien au-delà de la salle de sport. C'est une réflexion assez troublante à garder en tête la prochaine fois qu'on se surprendra à bloquer sa respiration, tout crispé devant un ordinateur. Ah, ça c'est clair qu'on y pensera la prochaine fois qu'on lira un email un peu tendu. Eh bien, merci beaucoup d'avoir décortiqué tout ça avec nous Avec grand plaisir, c'était passionnant. et à très vite pour une nouvelle exploration.